Média Offline, le Mac qui carbure à la culture. Embarquement à bord d'Epicycle, le conte fabuleux et haut perché de la compagnie de voltige aérienne Cirque Vost. Stéphane Chaudezeg, maestro français du tatouage réaliste, nous ouvre les portes de son atelier parisien, le temps d'un duo père-fils. De l'électro, du swing et du jazz manouche, c'est le cocktail détonnant servi par le groupe Caravan Palace au théâtre du Prisme. Mais tout de suite, direction Porte de Versailles à la Paris Games Week. Le jeu vidéo ne semble pas être touché par la crise économique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et les professionnels le constatent. Avec un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros l'année dernière en France, le secteur se porte bien. La Paris Games Week a réussi son pari. Pour sa 4e édition qui s'est tenue début novembre à la Porte de Versailles, ses organisateurs espéraient environ 200 000 visiteurs. Et c'est quelques 212 000 visiteurs qui ont parcouru durant 5 jours les couloirs du salon cette année pour venir essayer leur jeu préféré. Le succès grandissant du salon s'explique par la volonté des organisateurs de ne plus s'adresser qu'aux joueurs professionnels et aux hardcore gamers, ces joueurs capables de passer des heures la manette à la main. L'édition 2012 se veut grand public, permettant ainsi de capter les familles et les casual gamers, les joueurs occasionnels. Ces derniers marquent en effet depuis plusieurs années l'évolution de l'industrie du jeu vidéo ludique. Les visiteurs, qu'ils soient des curieux ou des passionnés, ont bien noté cette tendance. La place de choix faite aux enfants et aux social games sur le salon témoigne de cet engouement général. C'est ouvert à plusieurs publics. Avant c'était restreint, tout ce qui était jeux pour enfants, tout ça il n'y avait pas. Maintenant c'est vrai que c'est beaucoup plus basé famille, enfants, il y en a pour tout public. À partir de 4 ans, on peut commencer à jouer. Les créateurs de jeux se mettent à la portée de tout le monde, à partir de toutes les bourses. C'est pour ça que je pense que ça s'est démocratisé, ça touche beaucoup plus de monde. Autant les plus jeunes que les plus vieux, tout le monde peut jouer, chacun son niveau. Certains n'hésitent pas à parler d'âge d'or du jeu vidéo. Porté par d'impressionnants records comme celui de Call of Duty Modern Warfare 3, produit culturel le plus vendu au monde durant sa première semaine de commercialisation. Loin devant CD et DVD avec 775 millions de dollars en 5 jours. C'est la meilleure époque en fait, là on est vraiment dans l'art et le développement du jeu et en fait ça ramène de plus en plus de personnes, de plus en plus jeunes et c'est intéressant. Un succès qui ne se dément pas, puisque les organisateurs de la Paris Games Week ont déjà annoncé une surface beaucoup plus grande pour accueillir lors de son édition 2013 toujours plus de visiteurs. Ce métier-là, c'est vraiment beaucoup de travail. Parce que c'est nous qui montons le chapiteau, c'est nous qui démontons le chapiteau. Et on monte la structure, enfin voilà, on participe à tout. Surtout que nous, on fonctionne en collectif. Donc quand on prend une décision, on est tous à la prendre. Ce qui est intéressant et ce qui peut être long des fois, parce que ça peut prendre du temps d'être tous d'accord sur une même chose. Mais en même temps, quand on est tous d'accord, c'est magique parce qu'on est tous sur la même longueur d'onde, quoi. On a monté Epicycle en s'inspirant beaucoup du monde de la bande dessinée, en s'inspirant de films comme Delicatessen ou La Cité des Enfants Perdus de Caro et Jeunet. Voilà, on a pris des univers et on a essayé de construire le nôtre. Ça tourne autour de la voltige aérienne, mais il n'y a pas que ça, effectivement. Il y a d'autres émotions, il y a beaucoup de poésie. On a construit un peu ce spectacle autour des disciplines aériennes, mais on a quand même ajouté une petite théâtralité, c'est-à-dire qu'on a des personnages. Alors on ne raconte pas d'histoire parce qu'on n'est pas des comédiens, on ne fait pas du théâtre,
mais on a une théâtralité dans le mouvement, c'est-à-dire qu'on a un personnage, on a un costume qui fait que on accentue les mouvements ou alors il y a des relations, voilà, on a travaillé des relations entre les personnages. On a tous un peu des spécialités. Donc moi je suis porteur, il y a des voltigeurs, donc il y en a qui volent et d'autres qui les rattrapent et qui les envoient. Donc on est 3 porteurs pour 4 voltigeurs. La relation entre le porteur et le voltigeur, ce qui est vraiment important, c'est d'établir la confiance parce que le voltigeur il fait des acrobaties très haut, voilà, des choses qui sont un peu quand même risquées, dangereuses, donc il faut qu'il ait vraiment confiance dans son porteur. Tatoueur, on apprend toujours à l'être. On le devient avec les années, je pense, l'expérience, comme tout métier. Je l'ai découvert enfant, ça m'a toujours fasciné. Symboliser une forme de puissance, mais aussi de rébellion. Il n'y avait pas de possibilité d'apprendre le métier. Je pense que chacun a fait comme il pouvait, du mieux qu'il puisse le faire. Et ça nous a montré au fil des années des images qui ont évolué et d'un style graphique très, très primaire, selon moi. On est arrivé à une élaboration où on peut parler maintenant d'un concept artistique et des artistes qui se sont spécialisés avec les années dans le réalisme, dans la couleur, dans le non figuratif, l'abstrait, le cubisme, etc. Oui, on peut parler d'affaires familiales. On peut dire que mon frère aîné, Patrick, est tatoueur, ainsi que ses enfants. Mon fils également, Steven, comme notre père, était tatoueur. Donc cette notion de transmission, je pense qu'elle n'est pas volontaire. Et je dirais même que quand Steven, à 5 ans, me dit qu'il veut être tatoueur, c'est plus un cas de conscience. Et je me dis que par identification au père, forcément le petit garçon qui idolâtre un peu son papa, hein, et après avoir pensé à être pompier, policier, gendarme, et peut-être même gentleman cambrioleur, tatoueur c'est bien. Il vit du tatouage depuis qu'il a 16 ans, ça veut dire qu'il a entamé son apprentissage depuis qu'il est né en quelque sorte. Et quand je vois mon fils gagner sa vie honnêtement, avec un métier qui était considéré comme étant particulier, et avec ces 2 casquettes, toujours, comme je vous expliquais tout à l'heure, on peut s'exprimer par le biais du tatou et être un artiste. Yo soy un artiste, oui. Mais le tatouage fait référence une fois de plus à une demande, à une attente. Celle de l'autre. On est un peu comme un passeur, comme un chaman. On est celui qui va, et j'insiste sur ce point, à un moment donné dans la vie de l'autre, le marquer. Et ça c'est important.
Nous sommes au Prisme à Elancourt et c'est une des escales de la tournée européenne du groupe Caravan Palace à l'occasion de la sortie de leur deuxième album, Panique. Un son unique, le groupe mélange l'énergie de la techno et les mélodies manouches. En gros, Caravan Palace, c'est une guinguette en bord de Marne, remplie de clubbers excités. Franchement, je suis super heureuse d'aller les voir. C'est la première fois que je vais les voir, même si j'écoute pas beaucoup. Moi, je suis contente aussi, je connais depuis un moment et quand notre prof nous a dit qu'on venait les voir avec la classe, j'étais trop heureuse. Il paraît qu'il y a du jazz manouche, ça swing, ça jazz, c'est bon pour moi. C'est qui vous a fait découvrir ce groupe? Peut-être Radio Nova. Franchement, de ce que j'ai entendu, je pense que je vais bien aimer. Déchirer tout, continuer. Franchement, on attend un grand spectacle. Caravan Palace, c'est surtout la rencontre entre trois gars accros aux manouches autour de la BO d'un film pornographique muet. Le projet n'ayant malheureusement pas abouti, Caravan Palace est né. Nous sommes allés à la rencontre des membres fondateurs Charles, Arnaud et Toustou. Ouais, en fait c'était une volonté sur ce deuxième album. Parce qu'on trouvait que sur le premier, il y avait les samples, il y avait le son à la fois le son ancien, mais quand les vrais instruments arrivaient, genre ça devenait un peu technique, mais ils sortaient un peu du mix. Donc on bidouille dans tous les sens. Donc quelquefois, par exemple une partie de guitare, on la joue normalement, puis on se dit ouais bon ça ressemble à de la guitare. Donc en fait, on va détuner le morceau, le ralentir, on enregistre la partie de guitare genre 2 tons en dessous, lentement, et après on l'accélère, on la passe dans un haut-parleur dégueulasse avec un micro devant, ce genre de choses. Puis au bout d'un moment, quand ça commence vraiment à ressembler à plus grand chose, c'est là où ça nous plaît. Ouais, puis on fait la même chose avec les voix aussi. On utilise des samples de voix, on fait aussi chanter Zoé, notre chanteuse, sur laquelle on rajoute un effet un peu crado, de façon gramophone, quoi, tu vois. Et donc ouais, ça nous plaît, ce son d'époque. Et après c'est vrai que le deuxième album il sonne plus électronique, mais c'était pas calculé. Mais c'est vrai qu'aussi on écoute plus de musique électronique que de jazz, en tout cas sur ce deuxième album. Après sur le troisième ce sera peut-être l'inverse. Peut-être qu'il n'y aura plus d'électronique. Non, ce serait dommage. Non, j'y crois pas des masses, ça. Ouais. Vous sortez plus en boîte ou en jazz club en fait? Honnêtement en boîte, je crois. Ah oui. Oui, c'est sûr. Enfin, je suis pas un grand clubbeur, mais je vais plus en boîte qu'en club de jazz. Moi, je joue un peu en soirée swing. Bon, on arrive à la fin de notre interview et en fait, j'ai comme coutume d'offrir un cadeau aux artistes que je rencontre. C'est bien, c'est cool. Voilà, c'est pour vous. On l'ouvre maintenant? Merci, sympa. C'est bien comme coutume. Pogo Car Crash Control. C'est la démo de mon groupe. Ah d'accord. Lady Offline, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro.